Bonjour à tous, bienvenue dans le 20e épisode de notre saison de Processus. C'est incroyable comment le temps file à une vitesse très rapide. On approche notre mi-mandat de la saison déjà, rendu au début du mois de février, alors qu'on tombe dans la pause olympique. Mais Processus ne prend jamais de pause, parce que les espoirs continuent de se développer. Puis on va en voir d'ailleurs tout au cours des Jeux olympiques dans le tournoi des jeunes de 23 ans et moins. Certains ne sont pas encore repêchés. D'autres le sont et cognent à la porte d'une place à temps plein dans la Ligue nationale. On va vous présenter notre top 5 de la semaine, d'ailleurs, concernant justement les jeunes joueurs qu'on verra aux Jeux olympiques. Vous reconnaissez nos panélistes, Martin Thériault, Marco D'Amico. Marco, bienvenue, rebonjour dans notre studio. On est content de te retrouver. Marty, en forme? Ben, en forme, écoute, quand Marco revient, là, écoute, tu retrouves ton joueur de concession. Quand Crosby ou McDavid revient, ça va toujours aider. Là. Exact. Non, beaucoup de choses. Attends, là. Oui. Parce que quand Crosby n'est pas là, Malkin est là pour la relève. Exact, c'est ça. On appelle ça se soutenir les uns les autres. Je dirais plus Chris Kunitz, là, mais bon, ça, c'est moi. Il est allé aux Jeux olympiques, Chris Kunitz. Pascal Dupuis. Ouais, c'est ça, exact. Beaucoup de choses aujourd'hui. Le segment, en fait, l'émission va changer un petit peu de formule à partir de cette semaine. On va segmenter l'émission. Ça va être peut-être plus facile pour les auditeurs de se repérer dans le contenu qu'on vous présente à toutes les semaines. Donc, systématiquement, on va commencer avec nos manchettes de la semaine, ce qui a retenu le plus notre attention dans le merveilleux monde du hockey chez les jeunes en développement. On aura toujours un top 5, il y aura les questions du public et on termine ça avec l'espoir de la semaine, signé Marty Thériault, un espoir en vue du repêchage 2026. Juste avant de sauter dans le plus vif du sujet, on remercie à nouveau les gens de Sealy, commanditaire officiel de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Sealy exactement? C'est pas compliqué. C'est l'équivalent d'une carte SIM lorsqu'on se déplace à l'étranger, mais tout se passe sur l'application mobile. Vous avez tous les détails, notamment avec le code QR à l'écran à l'instant pour avoir toute l'information nécessaire et avoir également le rabais des gens qui regardent le processus. C'est très, très simple. Vous téléchargez d'abord l'application, vous ajoutez votre forfait dont vous avez besoin pour vos données mobiles. On se déplace à l'extérieur du pays. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, Sealy est là pour répondre à la demande avec le forfait en conséquence. Pour tous les détails, Sealy.com/processus. On vous remercie. Bon, ben sautons directement dans le vif du sujet. On a 3 manchettes à vous présenter, ce qui nous a fait réagir cette semaine. Et Marco, comme il est de retour cette semaine, ben c'est à toi de commencer, mon vieux. Ben écoute, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à Alexander Jarofsky. Écoute, la façon qu'il est en train de jouer en ce moment en KHL, plusieurs partisans du Canadien, puis même à travers la Ligue, commencent vraiment à y porter un peu plus d'attention. On l'a vu s'illustrer au match des étoiles dans KHL. Il commence très bien à continuer à se développer. Plus de minutes. Victor Kozlov commence vraiment à lui donner un peu plus qu'on le voyait par rapport au début de saison. Mais là, ce qu'on commence à entendre en Russie, c'est vraiment un hype nécessaire dans son cas. Selon plusieurs avec qui j'ai parlé, c'est déjà la recrue de l'année dans KHL. C'est même plus une question de débat. Le trophée est à lui, sauf s'il y a une situation politique. On aime ce qu'on voit de lui. Vraiment, comment il est capable d'attaquer le jeu, spécialement en avantage numérique. Le talent est tellement là qu'il fait vraiment sonner les cloches maintenant en Russie. C'est rendu au point où j'ai parlé à certains dirigeants ou sous-dirigeants d'équipes en KHL qui, eux autres, s'auto-flagent en ce moment d'avoir manqué un tel espoir comme ça et qu'il est atterri en KHL avec UFA, qui est un petit club à très bas budget en ce moment, versus un des gros clubs dans la KHL, comme on voit à l'habitude avec le SKA, le CSKA, Torpedo, etc. Donc, vraiment, Jarofsky devient de plus en plus un joueur de premier plan. Du côté nord-américain, j'ai parlé à certains recruteurs qui m'ont dit je le mettrais dans mon top 10 en ce moment avec le progrès qu'il a, vu à quel point il a augmenté son stock de repêchage et à quel point il se développe. Parce que ce qu'on voit en ce moment, il y a beaucoup de jeunes de la QV de 2025 qui n'ont pas nécessairement pris un step cette année. On est en mode attente, tandis que Jarofsky, oui, il y a une utilisation, disons,
hors de norme comparé à des joueurs de 18 ans dans la KHL. C'est très rare. Ils jouent en moyenne ces temps-ci à peu près 15 à 17 minutes. C'est quand même énorme. On se rappelle tout du cas de Demidov l'année passée. C'était plus du 12 minutes. Puis ça, c'est parce que des matchs, ils jouaient juste même pas. Donc avec Jarowski, c'est un très bel endroit pour jouer en ce moment. Et on se dit, pourquoi rusher le processus avec le Canadien de Montréal? Il se dit, il joue dans une position en ce moment très rare. Il va être capable de se développer très bien chez eux. Donc, beaucoup plus de fleurs qui se sont lancées vers ce joueur-là. Et la dernière petite chose que je dirais, je serais très intéressé de voir si il va jouer avec Oufa l'année prochaine ou non. Et ça ne veut pas dire qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Mais est-ce qu'il pourrait est-ce qu'il pourrait avoir achat du joueur d'un plus gros club de la Ligue continentale? Ça va être quelque chose à surveiller. Intéressant. Puis ça donne encore une idée à quel point ça n'avait-tu pas aucun bon sens l'utilisation de Demidov avec ce qu'il fait cette année dans la meilleure ligue de hockey au monde. De faire sécher un gars de même pendant des matchs au complet sur le banc, c'est assez incroyable. Puis moi, la question que j'ai en tête, puis que j'envoie comme ricochet à Marty, qu'est-ce qu'à ton avis, Jarowski a amélioré à ce point en première moitié de saison pour impressionner autant puis produire autant comme il le fait cette année puis améliorer sa cote aux yeux des recruteurs si on avait à reculer en arrière? Bah, ma réponse simple, ce serait tout. mais je pense que dans l'ensemble de son jeu, je vais parler... En fait, quand je dis tout, c'est sa capacité d'apprentissage. Moi, c'est là qui a retenu mon attention, Alexander Jarowski. Parce que, oui, il a amélioré un peu de vitesse. Moi, j'ai encore des craintes sur sa vitesse en ligne droite. Moi, c'est encore une... C'est pourquoi je me garde toujours une gêne. Je vais toujours à peu près plus bas que tout le monde parce que j'ai encore mes réserves. C'est pas que je l'aime pas, j'ai mes réserves. Mais il faut l'admettre, dans des situations où il doit croiser un peu plus avec ses patins, un peu plus dans les coins de patinoire, ça, il a amélioré sa vitesse. Ça, il est plus tenace. Évidemment, sa force physique s'est améliorée. Donc, un petit peu plus, ça sera jamais sa grande force, mais il est plus efficace avec le long des rangs, plus efficace pour contrôler la rondelle. Et là, par la suite, avec les mains qu'il a, le talent de magicien, ça, il n'y en a pas 5 dans le monde qui sont capables de faire des jeux comme Alexander Jarowski les fait en ce moment. Mais moi, je pense que ce qu'il y a eu l'amélioration la plus notable, c'est défensivement. C'était pas que c'était un mauvais joueur défensif. Moi, je trouve qu'il s'impliquait beaucoup, mais il y avait des erreurs de recrue au début de la saison. Je me souviens d'un match où Victor Kozlov l'a cloué au banc parce qu'il copait de mauvaises punitions. C'était 2 mauvaises punitions, puis il était trop intense. Il arrivait avec le bâton, il voulait tellement récupérer la rondelle, mais à un moment donné, quand t'en donnes trop, ça donne des punitions pour accrochage, des punitions pour faire trébucher. Puis là, Kozlov lui avait fait passer le message, retourne au banc. Puis ce que j'ai aimé de Jarowski, c'est que dans les semaines, voire les mois suivants, il a énormément appris. Il a eu beaucoup moins de punitions comme ça. Plus stable, plus capable de garder sa position dans sa zone. Et je dirais même également, devant le filet, il a amélioré cette capacité-là. Il se dirige beaucoup plus là. Il est pas mal plus là pour faire dévier des tirs, pour aller chercher toutes sortes de choses. Donc, pourquoi je dis tout, et moi, c'est ce qui me fascine, c'est sa capacité d'apprentissage, à quel point tu lui montres quelque chose et plutôt que de bouder ou quelque chose comme ça, il en redonne un peu plus. Là. Puis j'ajouterais, parce que c'est un très bon point, le côté défensif. Moi, qu'est-ce qui m'a été dit, c'est que son séjour au centre l'a grandement aidé dans ce contexte-ci. Parce qu'au centre, on le sait, plus de responsabilités défensives, tu dois être vraiment un joueur de 200 pieds, le positionnement est très important. Donc, Kozlov travaillait très fort avec lui sur ça. Et maintenant qu'il a été remuté à l'aile avec l'acquisition de Evgeny Kuznetsov, c'est certain que là, il peut s'exprimer comme allié. Moi, ce que je trouve qui est très intéressant là-dedans, c'est que on voit, en lui mettant des nouveaux défis, il est capable d'absorber l'information. Puis moi, j'ai parlé avec du monde dans l'organigramme du CH, on recherche des joueurs qui sont capables de continuellement s'améliorer dans toutes les facettes. On le voit avec Lane Hudson, on le voit avec Demidov, on le voit présentement aussi avec Cole Caulfield et Nick Suzuki. Toujours une nouvelle coche de saison en saison. C'est le même type de joueur, c'est le même profil de joueur de cet aspect mental qui est très, très sous-estimé dans cette ligue. Très intéressant. Toi, crois-tu l'objectif, pas l'objectif, mais la possibilité de le voir être transféré ailleurs l'an prochain, parce qu'on le sait, il est encore sous contrat pour une autre année en Russie au minimum?
pense que c'est hautement probable. Écoute, on l'a vu énormément dans le passé. On l'a pas vu avec Demidov parce qu'il avait simplement un an de contrat. C'est amené dans la LNH immédiatement. Mais les espoirs qui ont des années un peu plus à leur contrat, moi, je me souviens notamment de Kirill Kaprizov. À 17 ans, avait été repêché pour une des pires formations de la KHL, là, Nijnekamsk. Puis là, avait été transféré à Ufa, justement. Avait joué quelques saisons à Ufa. Par la suite, s'est retrouvé avec le CSKA de Moscou. A joué avec 3 équipes. Donc, moi, et un gars comme Zarovski, comme Marco l'a expliqué, c'est la recrue par excellence. Il fait résonner pas mal du côté de la Russie et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est une équipe comme le CSKA de Moscou, le SKA de Saint-Pétersbourg, que tu as des poches profondes, que tu es capable d'aller chercher de l'argent pour aller les chercher. Je pense que c'est quelque chose qui est hautement probable. Et bien honnêtement, moi, c'est pourquoi parfois la Russie, je me garde toujours une gêne avec les espoirs de ce côté-là. Ça, j'ai des craintes, par contre. J'espère que s'il est transféré, j'espère que ça va être un bon endroit. Pour qu'il joue. Pour qu'il soit mieux encadré. Je vais te donner un exemple. Nikita Artamonov, c'est un choix de deuxième tour des Hurricanes de la Caroline l'an dernier. Là. Lui, l'an dernier, là, pour ceux qui suivent les espoirs, à un certain moment, produisait un rythme plus soutenu qu'Ivan Demidov. Ça a ralenti vers la fin, là. Mais c'est un gars qui avait du temps de jeu. Premier trio à son année de repêchage avec Nijni Novgorod, l'équipe de Bogdan Konyushkov. Il était en feu, ça allait super bien. Mais là, il était transféré. Il s'est retrouvé dans une autre formation dans l'est de la Russie. Et là, c'est une déroute totale. Il s'est retrouvé dans l'équivalent de la Ligue américaine, la VHL pour la KHL. Les statistiques sont épouvantables. Là, on l'a amené dans la KHL. C'est quelque chose comme un point aux 4 rencontres. Il est complètement disparu des radars. Donc, je pense que s'il se retrouve avec le SKA, c'est Igor Larionov qui est l'entraîneur-chef. Je pense que ça se passerait bien. C'est un gars qui aime utiliser des jeunes, là. Mais ça, c'est le côté qui me fait un peu plus peur de voir quelle organisation pourrait mettre la main, si ça arrive évidemment, sur Zarovski. Moi, j'ai entendu le SKA. Moi, j'ai entendu que le SKA, ils ont l'argent pour le faire, ou n'en a pas. Partez pas une rumeur, là, je dis pas que ça s'en vient, mais il y a du monde en Russie qui se demande si le CSKA ou le SKA va se lancer là-dedans. Puis avec Larionov, écoute, Larionov, c'est pas Rothenberg. Là. C'est très différent maintenant avec le SKA. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des opportunités. Mais je pense que c'est ça la beauté de la chose. Je crois qu'il aurait des opportunités. Et pour ceux qui veulent le rusher, mettons, le mettre dans la Ligue américaine l'année prochaine à Laval, je pense pas que c'est nécessairement la meilleure chose à faire non plus. Parce que, côté humain, tu le fais traverser l'Atlantique, il va gagner un moindre salaire. Dans la Ligue américaine, on parle de 90 000 taxés à 50 % quasiment. Ouais. Excluant le bonus, mais on comprend. Mais avec le bonus, c'est 50 % Ça arrive à 180 000. Ben oui. Donc, c'est certain que c'est pas idéal pour lui. Tandis que... Puis là, il va devoir se batailler pour des minutes à Laval. Donc, moi, je pense que s'il peut avoir un beau 15-16 minutes dans la Ligue continentale avec une équipe de premier plan l'année prochaine, le Canadien ne va pas vraiment avoir de problème. Et si c'est le SKA, ils ont déjà une entente avec le SKA. Ils ont déjà eu des relations... Ouais. Igor Larionov, ils l'ont parlé assez souvent à cause de Bogdan Konyushkov. Donc, pour moi, ça fitterait. Maintenant, on verra comment les choses vont passer, mais au moins, il y a des options pour Zarovski. Puis d'habitude, comme on l'indique, c'est seulement les joueurs élites jeunes comme ça qui ont des options, puis ça, c'est une bonne chose. Très intéressant. La deuxième manchette, c'est celle de Marty. On n'a pas le choix. Il faut reparler de Gavin McKenna et de sa situation. La poursuite aux criminels est tombée au cours des dernières heures. En fait, l'État de la Pennsylvanie qui l'amenait devant les tribunaux a enlevé certaines charges qui pesaient contre lui. Est-ce que ça change un petit peu le regard que les équipes de la Ligue nationale vont porter sur lui? Ben, en fait, c'est ça. C'est l'accusation la plus grave qui est tombée. Il y avait 4 accusations déposées contre Gavin McKenna. L'accusation la plus grave, c'était voie de fait grave. Et là, c'était un peu de considérer ce que tu as voulu infliger des blessures dans l'indifférence de l'état de la santé de la personne. Ouais. Tu veux faire mal à quelqu'un, volontairement. Et là, semble-t-il que sont les preuves vidéo qu'on a, on n'a pas rien de concluant à ce niveau-là. Puis bien honnêtement, même pour les 3 autres accusations, on a vu un peu les histoires, qu'est-ce qui circule, selon ce qui... Tout indique que c'était quelqu'un qui était un peu en état d'ébriété, qui est allé proférer des insultes à la mère de McKenna. Il lui aurait mal réagi, il serait... se serait vengé d'une certaine façon. Maintenant, est-ce que ça influence... Je pense qu'il faut faire attention. T'sais, j'ai vu des gens dire « Écoute, il est allé défendre sa mère, c'est comme défendre un coéquipier. Pour moi, il est premier, assurément. » Je pense qu'il faut se calmer un peu. Là. Moi, j'ai le goût de penser, ça change rien. C'est que dans le fond,
Moi, c'était un peu plus de surveiller ce qu'il pourrait faire de la prison et tout ça. C'est sûr que si il se retrouve 4 ou 5 ans derrière les barreaux, là, tu veux pas repêcher un joueur deuxième ou premier au total pour finalement qu'il joue pas. Mais là, je suis assez confiant que ça va être correct. Il va y avoir des ententes hors cours. Tu sais, Pat Brisson est un excellent agent. C'est quelqu'un qui va super bien encadrer McKenna, qui va vraiment faire ce qu'il se doit, tu sais. McKenna va jouer dans la LNH, puis ça va être un très, très bon joueur. Donc ça, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Moi, ce que ça me dit un peu plus, et je pense que c'est là que il va pas perdre une tonne de rang. Tu sais, personnellement, je l'avais 2e de ma liste de mi-saison. Il sera pas 10e. En fait, il va rester 2e pour l'instant. Mais moi, où ce que ça me donne des informations sur McKenna, c'est un peu plus sa capacité à gérer l'adversité, à gérer un peu les moments difficiles. Je trouve que ça fait plusieurs événements qui arrivent où il perd les pédales. Souviens-toi au Mondial Junior, la demi-finale contre la Tchéquie se fait expulser. Ça, rendu là, c'est tel que tel. Mais là, refuse de sortir de la patinoire seulement en guirlander les officiels. Ça, c'est un autre exemple qui montre que parfois, lorsque la marmite déborde, c'est compliqué. Et lorsqu'il est retourné à Penn State dans les fins de semaine précédentes, 2 punitions. Il y a eu 2 inconduites de partie pour des mêlées où, encore une fois, il a perdu un peu perdu les pédales. Donc, moi, ce que ça me montre, c'est que si t'es un joueur adverse, tu trouves que contre Gavin McKenna, tu lui lances quelques insultes et tout ça pour le faire sortir de ses gonds, c'est fort possible que ça marche. Puis moi, je te dirais, ça me dérange pas au point de le prendre de le 2e et de l'envoyer à 6. Mais je me dis, lui, puis je pense que ça va se corriger avec l'âge. Je pense que c'est un manque davantage d'un jeune joueur qui apprend à vivre de l'adversité et tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas un élément positif pour moi. Là. Écoute, des informations que j'ai en ce moment, je pense que la plus grosse question, c'est où est-ce qu'il va jouer le restant de l'année. C'est plus ça qu'on regarde. Est-ce qu'il va rester dans NCAA? Est-ce que Penn State va le laisser jouer? Est-ce que ça va continuer à jouer? Parce que c'est ça qu'on veut voir. Tu veux évaluer un joueur, c'est le moment le plus important pour te faire une idée comme recruteur, tant qu'à vraiment tracer son cheminement ou son progrès et créer cette courbe-là. Et malheureusement, avant cette situation-là, on voyait vraiment oui, il y a eu certains moments d'émotion, mais en termes de qualité de jeu, il faut se le dire, il a très bien joué après le retour du championnat du monde junior, comparé à comment il a commencé l'année. Ouais. Donc, pour moi, les chiffres commençaient à venir. Et c'est là où je me disais, OK, ça commence à se replacer. Et là, boum. Donc, ce que je me suis fait dire, c'est que les questions qu'on se demande, c'est pas est-ce qu'il va aller en prison? Je pense que ça va pas en prison. Il va avoir une entente qui va être faite. Là. Je pense que c'est assez simple. Mais ce que je dirais, c'est que c'est plus comment, où est-ce et pour combien de temps il va jouer cette année. C'est vraiment ça qu'on se pose comme question. Parce que la NCAA, là, ça niaise pas. Non. Ça niaise pas pour une Pourrais-tu scène. être suspendu par Penn State? Je pense que oui. Puis on verra, au moment où ceci va être divulgué au public, ça se peut qu'on ait déjà une conclusion au dénouement, là, mais c'est ça que j'ai su comme information, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il n'a pas joué en fin de semaine. Non. Les prochains matchs, en principe, c'est la semaine prochaine. On va en savoir plus long là, d'ici là, s'il revêt l'uniforme ou pas. C'est ça. Puis pour moi, c'est le manque de temps sur glace qui perturbe plus les recruteurs que n'importe quoi d'autre. Puis tu vas entendre des rumeurs que Chicago n'était même pas intéressé ici, ça. Ça, là, c'est... Jamais un club va sortir de l'info comme ça pour dire on n'aime pas tel joueur à ce stade-ci de l'année. Là. Je me garderais une gêne. Là. Je pense que tu peux avoir certains préjugés sur un joueur, mais il n'y a aucun club de la Ligue nationale qui vont se dire on ne voulait rien savoir de ce joueur-là. Tu dois, si tu choisis premier, même 2e, même 3e, je m'en fous, tu dois regarder la table au complet puis te dire qu'est-ce qu'on aime de tel, comment ce joueur-là a évolué. En même temps, moi, je trouve que c'est différent de quelqu'un qui se blesse. Tu sais, je vais prendre Matthew Schaefer l'an dernier, par exemple. Matthew Schaefer qui n'a pas eu la 2e moitié de saison, il n'a pas eu les séries. Puis on s'entend, c'est un talent incroyable. On l'avait tous premier. Je l'avais premier dans ma liste et tout ça. Mais t'avais quand même la question pour la LNH. Je dis, bon, il a manqué un peu de temps de jeu qui va être capable de s'illustrer dès le jour 1. Je le renverrai dans la OHL. Finalement, on a la réponse qui était parfaitement correcte. Je pense que c'est davantage que ça enlève des données dans l'analyse de McKenna. Mais est-ce que ça affecte vraiment
Tu sais, de commencer à dire qu'il est fragile, c'est pas une blessure. C'est un incident un peu plus hors glace. C'est des modalités, c'est des choses à régler au niveau judiciaire qui sont tout à fait normales. OK. Donc là, de dire, disons, dans 3 ou 4 ans, est-ce que ça va causer un problème, disons, dans ta formation et tout ça, je ne pense pas. Mais je pense que les avantages, c'est que ça t'enlève des données analytiques. Puis s'il y a une situation dans ce repêchage-ci, mettons comme Anaheim a vécu avec Beckett Seneca, où il sort de nulle part, pas de nulle part, là, mais il commence vraiment une percée dans son cheminement où ça devient beaucoup plus fort en termes de progression. Mais c'est là il faut que tu poses des questions, right? Parce que McKenna n'a pas joué. Qu'est-ce qui arrive si Tynan Lawrence soudainement explose à Boston University? Est-ce qu'il va le sauter? Est-ce qu'on va en parler tantôt? Albert Smith, s'il connaît un très bon Olympique, mettons championnat du monde junior, est-ce qu'il passe par-dessus? Parce qu'on n'a pas les données qu'on a besoin avec Gavin McKenna. Je pense que c'est plus ça qu'on se soucie du côté du monde du recrutement. Le fameux, je vais dire le terme anglais, le fameux recency bias. Toujours très facile. Toujours. Ça. Des fois, ça fonctionne. Seneca est un bon exemple. Je veux dire, on a été impressionné sa deuxième moitié. Il a explosé à peu près à ce date-ci, avant son repêchage, puis jusqu'à la fin des séries. Il a espéré Kotkaniemi aussi. Ouais, c'est ça. Ben, ça, tu as les deux côtés à la médaille, effectivement. Je vais être plus bref dans ma manchette. Moi, c'est Adam Engstrom qui continue à retenir l'attention avec le Rocket de Laval. Il est sur une séquence de 7 matchs de suite avec au moins 1 point. Ça lui donne 30 points en 34 parties cette année dans la Ligue américaine pour un défenseur qui n'avait pas nécessairement l'aura d'un défenseur purement offensif avant qu'on l'amène en Amérique du Nord, mais il fait des points pas mal plus que j'anticipais. Des buts importants, il fait la différence. C'est le défenseur numéro 1 du Rocket. C'est à se demander s'il n'est pas le meilleur défenseur de la Ligue américaine présentement. Curieux de vous entendre là-dessus, les gars, dans votre évaluation. Marty. Ben, je pense qu'encore une fois, on va se répéter un peu, mais tu sais, ce qui est hallucinant d'Adam Engstrom, sa capacité de bouger la rondelle, ça, on le savait. Le côté de bouger la rondelle à la ligne bleue, d'amener de l'attaque en avantage numérique et tout ça, on le savait aussi avec le départ d'un Logan Mailloux, ça lui donnait plus d'occasions. Je le répète, c'est le plan défensif, c'est de la façon de gérer les moments où il apporte de l'attaque. Tu sais, auparavant, justement, pouvait tenter un jeu, mais dans une zone très dangereuse. Tu avais des grosses chances d'échapper ou du moins de surnombre sévère si il commettait une erreur. Là, maintenant, c'est pas toujours parfait, mais au moins c'est dans des zones un peu plus isolées où s'il commet une erreur, ben, un attaquant peut venir aider ou son partenaire en défense. Ça, je trouve que c'est vraiment la grosse amélioration dans le cas d'Adam Engstrom. Physiquement, c'est encore correct. Écoute, j'ai pas d'autre chose à dire que écoute, là, présentement, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue américaine, puis c'est parce que là, il est avec les Canadiens de Montréal où on a beaucoup de profondeur. Mais dans la majorité des équipes, là, je veux dire, il est dans le top 6, il joue là, puis on parlerait même pas de lui comme un défenseur de Ligue américaine. Il serait parfaitement correct pour la LNH. Absolument. Moi, je suis 100% d'accord. Écoute, est-ce que c'est le meilleur défenseur de la Ligue américaine? Je pense que Ryan Ufko avec Milwaukee en fait très bien en ce moment. J'ajouterais Dimitri Simachev avec Tucson aussi. Excellente saison à date. 1 point par match dans la Ligue américaine lui aussi. Donc, vraiment, pour moi, c'est les 3 meilleurs défenseurs au total que je regarde sur une base quotidienne. La chose à dire avec Adam Engstrom, pour moi, qu'est-ce que j'aime le plus? La transition du Rocket passe par lui. Tout ce qui est la contre-attaque, le style que veut implanter Martin Saint-Louis avec le Canadien de Montréal et Pascal Vincent avec le Rocket, c'est lui qui englobe tout ça d'une façon très belle. Lui et Del Gaizo. Del Gaizo fait très bien. Puis j'ajouterais même William Trudeau. Ouais. Fait très, très bien. Il joue très bien, Trudeau. Ce pauvre homme-là va se trouver un match dans la Ligue nationale dans une autre organisation. Je suis convaincu. Ouais, je lui parce souhaite. qu'il le mérite. Ces 3 défenseurs-là font une très belle brigade pour la meilleure équipe de la Division Nord en ce moment. Donc, pour moi, Adam Engstrom, un joueur de la Ligue nationale qui joue présentement dans la Ligue américaine, mais surveiller Dimitri Simachev, toute une prise pour les anciens Arizona Coyotes. Ouais. Dans le cas du Rocket, on termine avec ça. Moi, je pense que le contingent de vétérans qu'on a cette année, l'ajout de Del Gaizo, d'Alex Belzile, le retour de Tommy Paquette-Bisson qui est blessé mais qui va revenir bientôt, de Josiah Didier en défense aussi, Fowler qui émerge, moi je trouve que cette équipe-là
est mieux bâtie pour les séries éliminatoires qu'elle l'était l'année passée. 100%. J'ai très, très hâte de voir ce que Rocket va faire en série. Ouais. Si la situation demeure telle quelle, ça, c'est la grande question. C'est pas impossible que Kent Hughes pige à Laval pour améliorer son club en haut. Là. Et je parle par voie de transaction. Exact. Donc, à suivre. Mais si ça arrivait, Tony, là, puis je te relance, tu suis dans le Rocket quand même pas mal, là. Est-ce qu'on pourrait, du côté de Kent Hughes, dire on va aller te chercher du renfort, tu sais, une genre de transaction de Ligue américaine, d'amener un joueur à la date limite, de dire bon, on affaiblit d'un côté, mais on va t'améliorer de l'autre, parce qu'on le sait, la victoire. Je pense qu'on préconise le fait d'avoir du succès quand même à Laval. Oui, tu veux développer, mais tu veux quand même avoir de la victoire là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ben, c'est une bonne question. On l'a toujours fait quand même à Laval d'essayer d'amener quelque chose si on juge qu'il y a un besoin à combler. La grande différence, c'est que là, le Canadien se retrouve dans une autre fenêtre. Ouais. C'est ça la différence. Par contre, qu'est-ce que je dirais, c'est que pas juste seulement via transaction, il y a quand même des signatures qui peuvent avoir lieu. Le Canadien aime piger dans la NCAA en fin de saison pour lui donner un contrat de la Ligue américaine. On l'a vu avec Jacob Fowler l'année passée. Est-ce qu'un Sam Harris va avoir un contrat cette année? Qu'est-ce que le Canadien va faire avec Logan Sawyer, qui a une très belle saison à Providence? Il y a d'autres options. Est-ce qu'ils vont piger pour aller chercher? Parce qu'ils ont la place sur les contrats en ce moment. Là. Ils ont beaucoup de place pour les contrats. Michael Age, est-ce qu'ils vont le convaincre d'aller à Laval à la place de venir avec Montréal? Parce qu'il n'y a pas de place présentement à Montréal. Et il n'y en aura pas plus quand New Hook revient et s'il y a des transactions. Donc, il y a des options avec Laval. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais à connaître que la date limite des transactions de la Ligue américaine est après celle de la Ligue nationale. Donc, il pourrait avoir des transactions où peut-être le Canadien se dise on a tel joueur, peut-être on peut le transiger pour essayer d'améliorer un autre aspect pour aller chercher un autre profil. Ouais, la date limite des transactions est toujours une semaine plus tard dans la Ligue américaine. Il y a toujours quelques transactions qui se font. Elles sont plus rares, mais il y en a quand même entre les deux dates limites des transactions. Mais les gars, ça a été excellent. Ça complète notre premier bloc. On fait une toute petite pause et au retour, le top 5 des meilleurs jeunes joueurs dans le hockey qui participent aux Jeux olympiques à Milan-Cortina. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. On poursuit notre épisode de Processus, alors qu'on va accorder une attention plus particulière aux jeunes joueurs qui s'en vont, ou qui sont déjà arrivés, aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Les premiers matchs débutent mercredi. 3 groupes, phase de groupe, il y en a 3. Et on va ensuite cheminer pour les étapes quart de finale, demi-finale et finale. En route vers le 22 février, finale olympique à 8h le matin. On est déjà fébrile à savoir si on va revoir un affrontement Canada-États-Unis. Chez les principaux jeunes joueurs qui vont faire partie, c'est pas nécessairement dans les grosses nations qu'on va retrouver ces espoirs-là. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que les gens vont peut-être avoir un petit peu plus d'intérêt à regarder ce qui va se passer dans les autres matchs n'impliquant pas le Canada ou les États-Unis. Un joueur, Marty, que tu nous parles depuis le début de la saison, je pense que c'est dès l'épisode numéro 2 de Processus. Tu l'as présenté comme ton espoir de la semaine. Surveillez ce gars-là. Un letton, un défenseur gaucher, gros format, en pleine progression. Il joue en Finlande. Albert Smith. Et depuis, je pense qu'elle a fait 5 fois qu'on en parle. Il a joué au championnat mondial de hockey junior. Il a bien fait avec la Lettonie. Et là, le voilà aux Jeux olympiques. Il a 17 ans seulement. C'est assez incroyable. Oui, absolument. Lui, là, Albert Smith, a une occasion en or de, bon, pas dans ma liste à moi parce qu'il est 5e, là, mais de monter sa cote dans la majorité des listes des équipes des recruteurs. Quand tu as une vitrine comme les Jeux olympiques, tu vas te retrouver sur la patinoire là, contre le Canada, les États-Unis, contre les meilleurs joueurs au monde, la crème de la crème. S'il est moindrement capable d'aller montrer, puis je vais faire un parallèle, parfois on le compare à lui, moi je trouve que le style est pas semblable, là. Mais un gars comme Moritz Seider, à son année de repêchage, avait joué au championnat mondial avec l'Allemagne, puis avait déjà impressionné contre... je me souviens des Austin Matthews, là, des joueurs du Canada, des vedettes de la LNH. Ça avait convaincu les Red Wings de le repêcher au 6e rang. Une surprise à l'époque. Maintenant, c'en est pas mal moins une. Donc, je pense que Schmidt peut vraiment aller chercher ça et je pense qu'il est capable d'avoir un impact. Je le regardais en Finlande depuis le mondial, la fin du mondial junior. Statistiquement parlant, ça semble pas facile. Il n'y a pas eu de points régulièrement dans les moins, mais pour l'avoir observé, c'est pas mal c'est pas mal mieux que ce que sa fiche le dit. Je trouve que son jeu défensif s'est amélioré. Il est un peu plus conservateur, il est encore plus efficace dans les coins, il est encore meilleur pour ne pas tenter toutes sortes de choses et commettre des crampes au cerveau, faire en sorte qu'il y a plus de revirements de surnombre.
Et je trouve qu'il y a quand même de temps à autre des petits flashs offensifs, des tirs et tout ça. Puis je pense que ce qui va être à retenir du côté de la Lettonie en général, oui, t'as un jeune de 18 ans, parce que lui, à 18 ans, c'est un late, mais en plus, la Lettonie, c'est pas comme si on a une tonne de profondeur en défense. Le seul défenseur de la LNH qui est là, c'est Uvis Balinskis des Panthers de la Floride. Bon, on s'entend, Uvis Balinskis, c'est pas un gars offensif du tout. Donc, c'est là qu'un gars comme Schmidt pourrait très bien débarquer sur une première ou une deuxième vague d'avantages numériques. Et là, s'il commence à montrer de beaux flashs, commence à montrer des choses intéressantes, qui joue 18, 19 ou 20 minutes, je sais que dans des matchs amicaux avec la Lettonie, plutôt cette saison, l'année de plus, c'était à peu près ça qu'il jouait là, entre 16 et 21 minutes. Ben là, si t'es capable d'amasser ces informations-là pour une équipe, tu te dis, ben écoute, il est déjà capable de jouer contre des hommes, donc imagine dans 4 ans. Tu sais. Et la Lettonie a cette réputation-là de jouer les troubles fêtes. Une équipe qui joue ça très structurel, qui ouvre pas trop la boîte et qui embête les meilleures nations. Est-ce que tu penses que la Lettonie a ces moyens-là cette année pour embêter les grosses équipes? Ben, c'est sûr qu'au niveau du caractère, de l'intensité, t'as pas le choix. Tu peux jamais prendre un match à la légère contre la Lettonie. Cela dit, je trouve qu'il manque de profondeur un peu. Je pense surtout à l'attaque. Je pense à un gars comme Eric Smatejko, qui était dans la LHJMQ l'an dernier, avait été choisi pour la formation lettonne. Là, il est blessé, ne sera pas là. Mais tu sais, que tu le choisisses, je trouve que ça en dit long sur le manque de profondeur. Et sinon, tu sais, les meilleurs éléments au niveau de l'attaque, c'est des joueurs comme Zemgus Girgensons, Teddy Blugers, Rudolf Barsas, qui est maintenant du côté de la Suisse. Tu sais, c'est pas des gros canons. Là. Peut-être Sandis Vilmanis, l'attaquant des Panthers de la Floride, mais sinon, là, je pense que ça va être compliqué. Il manque vraiment plus de talent à l'attaque que d'autres formations. Là. Moi, j'ai très hâte de le voir en termes de son offensive parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment. Ouais. Il n'y a pas de flamèche vraiment sur cette équipe-là. Moi, qu'est-ce qui m'intrigue, c'est la possibilité de pouvoir le voir au championnat du monde junior, aux Olympiques, puis au championnat du monde. C'est extrêmement rare. T'sais, Slavkovski est passé à la COVID. S'il n'y avait pas de COVID, il l'aurait fait, lui, dans son année de repêchage. Et on le sait à quel point les Olympiques, oui, il n'y avait pas de joueurs de la Ligue nationale, mais on sait à quel point les Olympiques l'ont grandement aidé dans sa cote. C'est qu'est-ce qui a vraiment ouvert les yeux au monde pour dire « Aïe, aïe, OK, ça, c'est sérieux. » Et donc, je me demande, avec Albert Smith, s'il pourrait utiliser les Olympiques pour vraiment ouvrir les yeux aux ceux qui le doutent encore. Parce que moi, j'ai été dit 100%, au moins un recruteur. Il ne serait pas surpris si Albert Smith est le premier défenseur à sortir de cette QV en 2026. Ouais, ça serait incroyable. C'est fort possible. Tu parlais de Slavkovski, Marco, puis je pense que c'est là qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec Smith. Je me souviens de Slavkovski aux Jeux olympiques en 2022, là, a commencé au sein d'un 4e trio, mais de mémoire, là, c'était 2e vague d'avantage numérique. Puis il était débarqué, première présence, bang, un but. Là, rate quelques minutes de jeu parce qu'il est sur un 4e trio, revient sur la glace, bang, un autre but. Puis là, par la suite, ça a forcé Craig Patrick, à l'époque, qui était l'entraîneur-chef, à le grimper sur le premier trio avec Thomas Tatar. Puis là, on sait qu'est-ce qui s'est passé pour le reste. Smith, la même occasion est là. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais il n'y a personne pour dire il peut prendre la pôle et faire toute la mission offensive, toutes les missions défensives. Le parallèle est peut-être là, c'est qu'il y a un coup à jouer pour Smith. Ouais. Là. Ouais, ça va être à suivre. Faut le dire, là, le tournoi est pas mal plus relevé que les gars de la Ligue nationale, là, contrairement à Slavkovski, ce qui enlève absolument rien. Mais là, tu vas jouer vraiment contre l'identité première du Canada avec et des États-Unis, et de la Finlande, de la Suède, vous les connaissez. Ça, c'est l'autre élément. Là. Si c'est abominable pour Albert Smith, il ne faut pas être trop sévère non plus. Il joue contre des McDavid et compagnie. Il y a tout à gagner de ce tournoi. Je pense pas qu'il peut vraiment en perdre. C'est ça. On va aller faire un tour en Slovaquie pour la cote de Dalibor Dvorsky qui appartient aux Blues de Saint-Louis. Marco, on va le suivre de près, Dvorsky, qui entre dans cette catégorie, il faut le préciser. On vise les joueurs de 23 ans et moins qui ont encore le statut de recrue. C'est ça. Parce que sinon, on grossirait la liste, puis on veut vous parler d'espoir peut-être qui gagne à être connu. C'est ça l'objectif de la chronique. Ben écoute, Dalibor Dvorsky est déjà le 2e centre des Blues de Saint-Louis. Pourrait même finir la saison comme premier centre si Robert Thomas se fait transiger. Mais écoute, sa progression depuis les 18 derniers mois, très notée. On l'aime beaucoup en Slovaquie. La chimie qu'il a déjà avec Slavkovski, je me demande si on va essayer de recréer ce trio-là
qu'on a vu par le passé au Hlinka Gretzky, on se souvient bien. Philippe Méchard n'est pas là pour compléter le trio, mais écoute, Tomas Tatar, le capitaine, risque d'être là potentiellement pour compléter ce trio-là. Mais pour moi, ce serait idéalement le premier trio pour la Slovaquie. Puis je le trouve intéressant parce que Dvorsky est un centre capable de vraiment s'imposer dans la zone neutre. La zone neutre aux Olympiques, elle est plus petite parce que les Italiens, on aime ça se compliquer la vie en construction. Ils ont réduit où ce que la réduction de la glace a lieu, c'est la zone neutre. Vous allez voir, la zone neutre, elle est plus petite. Pour ceux qui ont regardé les matchs féminines dans les derniers jours, vous pouvez le constater, là, c'est assez évident. C'est assez évident. Ouais. Un joueur comme Dalibor Dvorsky, très fort en termes de possession, très fort en termes de protection de rondelle, va au filet, se pose pas de questions, puis tu as un gars comme Slavkovski capable de te fider le long de la rampe en transition. Je le surveille de près parce que je crois que les Blues vont surveiller ça de près aussi quand ils vont se dire où en est-il dans son progression et comment a-t-il l'air versus l'élite. Parce que c'est pas nécessairement une situation que tu peux vraiment te baser sur une base quotidienne en Ligue nationale à 100%. Mais mets-le contre le Canada. Regarde cette ligne de centre-là, puis regarde comment il va matcher. Ça va aider, un DG comme Doug Armstrong à se dire on a notre centre numéro 1 du futur, peut-être on peut se permettre de laisser aller un joueur comme Robert Thomas dans un échange pour un autre jeune centre pour venir se greffer et tu aurais un 1-2 punch. Dvorsky, premier centre à devenir, Marty? Oui ou non? Moi, je pense que non. Moi, je pense que c'est un peu plus un deuxième joueur de centre. Là. Je suis d'accord. Je pense qu'il manque de vitesse. C'est quelqu'un... Moi, c'est toujours été le gros point d'interrogation que j'ai avec lui. Surtout pour un joueur de centre. Moi, je l'ai souvent plus vu comme un ailier. Bon, au centre, ça peut se défendre aussi. Mais que c'est qu'en transition, pour amener la rondelle d'une zone à l'autre, j'ai toujours trouvé que c'était compliqué. La grosse force de Dvorsky, par contre, c'est son tir sur réception. Son tir des poignets. Ça, il est absolument dominant. Puis Marco a un très, très bon point sur la petite patinoire. Ça, je pense que ça va aider Dalibor Dvorsky. Fort sur la rondelle, capable de protéger la rondelle, capable de faire des jeux en zone restreinte. Mais côté patin, plus compliqué, mais c'est pas grave. T'as moins d'espace à couvrir, justement. Donc ça, je pense que ça va l'aider. Puis, pour revenir à l'argument du manque de profondeur, ça, c'est un autre élément qui va l'avantager parce que, de mémoire à l'attaque, là, puis Tomas Tatar n'est plus dans la LNH, mais t'as 4 attaquants qui jouent dans la LNH en ce moment. T'as Slavkovski, t'as Dvorsky, t'as Pavel Regenda et t'as Martin Pospisil des Flames de Calgary. Les deux derniers que je t'ai nommés, là, c'est pas des joueurs de premier plan. Donc, évidemment, les succès de la Slovaquie, selon moi, passent... Évidemment, sur le plan défensif, on a un peu plus de profondeur là, mais en particulier avec le duo Slavkovski et Dvorsky. Exact. Puis pour moi, écoute, on a eu les mêmes critiques envers Nick Suzuki en termes de patin, en termes de... On le voit peut-être plus à l'aile, peut-être un joueur de deuxième centre. Moi, ce que je me suis fait dire à Saint-Louis, c'est on ne sait pas c'est quoi vraiment le plafond. C'est certain que c'est... Je suis d'accord avec Marty, ça ressemble plus à un deuxième centre, mais on est en mode évaluation. On veut vraiment se dresser une idée de c'est quoi vraiment son plafond, parce que s'il doit faire des transactions, mettons, majeures, ils veulent avoir une certaine certitude dans leur évaluation du joueur, puis ça, c'est un bon test pour eux. Et les DG de tout ce qui est l'organigramme des Blues de Saint-Louis vont être là à Cortina. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais pour moi, c'est un joueur que je surveille de près à cause de la combinaison Slavkovski-Dvorsky. On va aller faire un tour dans l'équipe du Danemark, Marty, avec Oscar Fisker-Molgaard, que je ne connais pas beaucoup, mais ce sera à toi de nous expliquer en quoi il en ressort. Ouais, Oscar Fisker-Molgaard, un choix de deuxième tour du Kraken de Seattle il y a quand même quelques années. Puis ce qui est intéressant, c'est que commençait la saison dans la Ligue américaine, mais là commence à faire un peu la navette. D'ailleurs, son dernier match qu'il a disputé, c'était pas dans la Ligue américaine, c'était dans la LNH. Puis même dans la Ligue américaine, il joue au sein d'un top 6, il joue avec le meilleur pointeur de l'équipe du Firebirds de Coachella Valley, Jagger Firkus, un espoir que j'ai toujours adoré pour ses mains, sa créativité, et il va très très bien cette saison dans la Ligue américaine. Fisker-Molgaard joue avec lui. Fisker-Molgaard, ce qui est à surveiller, un peu à l'instar des Dvorsky et des Smiths, il n'y a pas une tonne de profondeur chez le Danemark, donc ça va l'aider à avoir du temps de jeu. Il va probablement jouer avec un Nicolas Ehlers, des Lars Eller et compagnie, ça peut l'aider. Fisker-Molgaard, il faut le voir de cette façon-là, c'est un attaquant qui est très intelligent. C'est un gars qui est très bon, efficace au cercle des mises au jeu, gagne beaucoup
Il gagne beaucoup là-dessus. Défensivement, il est solide. C'est un gars qui a un extraordinaire coup de patin. Donc, tu vas aller en transition là, d'une zone à l'autre. Il est très bon. C'est un bon fabricant de jeu. Capable de faire des bonnes passes. Un gars qui est travaillant. Cependant, puis c'est là peut-être l'inquiétude pour la LNH. C'est le plan physique. Moi, je trouve qu'il peut se faire brasser par moment. Il peut devenir un peu plus effacé, moindrement, qui est dans des bagarres un contre des gars plus solides et tout ça. Mais surveillez-le quand même, Fiscal Morgard, parce que dans une compétition comme ça, il va avoir le coup de patin, il va être capable d'amener du rythme, il va être capable de suivre. Ça va être l'un des seuls qui va suivre des healers et compagnie. Puis on sait pas, ça peut faire des petits. Écoute, c'est parfois dans ces compétitions-là, je me souviens, il y a plusieurs années, je remonte loin, là. À Vancouver, en 2010, un certain Matt Zuccarello Hazen, on l'appelait Hazen à l'époque, qui jouait avec la Norvège, était démarqué, puis quelques années plus tard, ça amenait avec les Rangers. Je dis pas que c'est le cas de Fiscal Morgard, mais c'est un gars qui est intéressant à suivre. OK. Oliver Kapanen, on le connaît, mais c'est digne de mention. Il respecte encore le statut de joueur recru, évidemment. C'est une superbe saison. Moi, la question que j'ai pour toi, Marco, quel rôle tu le vois occuper avec la Finlande? Ailier top 6. Je le vois, il va commencer à l'aile parce qu'ils ont des options au centre en ce moment. C'est certain que Sébastien Aho aide beaucoup. On verra comment que ça va se produire. Peut-être on va le jouer sur un troisième trio quand ils vont jouer, exemple, la Finlande contre des clubs qui sont plus bombés au centre. C'est, pour moi, une polyvalence qui va être utilisée. Puis écoute, c'est un joueur, comme on appelle, un joueur legacy. Sa famille a joué pour la Finlande à l'international. Tout le monde connaît très bien la famille Kapanen. Je pense qu'on s'entend qu'il a mérité sa place, mais on va utiliser, ils veulent l'utiliser, que ce soit à désavantage numérique, sur la deuxième vague de l'avantage numérique, il va avoir le temps de se vraiment mettre en marche et se mettre à l'œuvre. Et je pense que ce qui est intéressant avec lui, c'est non seulement quand tu le mets à l'aile, on l'a vu à l'aile avec le Canadien de Montréal l'année passée, c'est certaines qualités d'un centre qui se transmet à l'aile te permet d'être un ailier un peu plus efficace en transition. Alors, encore une fois, puis ça va être un gros enjeu, là, je vous le dis, la zone neutre étant petite. Oliver Kapanen, sa force numéro 1, c'est il sait exactement où être sur la glace en tout moment. Les chuchotements que j'entends de Cortina, les pratiques en ce moment, on est en train de pratiquer des espèces de petits jeux où quasiment à l'image de l'ancienne... avec la ligne rouge des années 90, où on se faisait des petits jeux pour passer de zone à la zone offensive. C'est ça qu'on essaie de travailler. Mais un joueur comme Kapanen est excellent pour ces petits jeux-là. On le voit avec Demidov et avec Slavkovski, la passe dans la zone neutre pour relancer le joueur en transition, quasiment comme un slingshot. Mais ça, c'est un élément où je crois qu'il va être très intéressant. Et si on le met à l'aile, il va être encore plus efficace parce que ça va passer par la vitesse du centre. Et il y en a de la vitesse au centre avec la Finlande. Donc, pour moi, je trouve ça très intéressant. Il y a de l'opportunité, il y a la possibilité de peut-être jouer au centre. Mais moi, ce que je le vois, ça va être extrêmement efficace contre les gros canons de l'équipe offensive. Et tu vas jouer contre des clubs comme le Canada, la Suède. Il y a une rivalité là, c'est certain. Les États-Unis, un gars comme Kapanen va être capable de venir s'ajuster à n'importe quelle situation. Donc, ils vont être capables de le mettre n'importe où dans l'alignement. Et je pense qu'il va apporter un certain sens de jeu de 200 pieds qui va être non seulement capable de freiner de l'offensive adverse, mais la relance. Et je pense que c'est là où le mois de janvier, c'est ça qui m'a impressionné le plus dans son jeu, c'est de tuer les jeux et de relancer. Quelle saison pour Kapanen, hein? Qu'on ne voyait pas arriver. Rôle de premier plan de top 6 depuis le début de la saison avec le Canadien et peut-être le même rôle avec l'équipe de la Finlande en plein Jeux olympiques. C'est de l'expérience en banque pas à peu près pour son futur. Le dernier joueur, ça, d'après moi, ça va venir chercher Marco directement dans le cœur. Le gardien de but italien Damien Clara. Ah ouais, Marty. Ben, écoute, Damien Clara, même origines, à la taille différente. Par contre, gardien de but de 6 pieds 5 pouces. Ben oui. C'est donc bien méchant. C'est simplement un constat. J'ai rien dit ça comme ça. Il est plus grand que moi aussi. Hein. Donc, c'est un espoir de deuxième tour des Ducks d'Anaheim pour résumer un peu tout ça, a été repêché devant Jacob Fowler en 2023, c'est pour donner un exemple. Et j'aurais pu parler de Jesper Wallstedt avec la Suède, j'aurais pu parler d'Adam Gajan avec la Slovaquie, mais ces deux-là, je ne les vois pas vraiment avoir des rôles de premier plan. Alors que Clara,
c'est clairement le gardien de but numéro 1 dans les matchs préparatoires contre l'Allemagne. C'était lui qui était devant le filet. C'est un gars qui joue dans la SHL en ce moment avec Brunas, qui était quand même les finalistes de la SHL, la Ligue élite suédoise, l'an dernier. Je dirais surtout de le surveiller un peu. C'est quand même un gardien de but qui est jeune, 21 ans. Il n'y a pas une tonne de profondeur dans les espoirs chez les Ducks. Là. Oui, Lucas Dostal est très bon, est encore jeune. Tu as Kalle Klang, un Suédois, qui est dans la Ligue américaine. Mais c'est un joyau quand même. 6 pieds 5 pouces, tu as le gabarit. Et pour l'avoir vu, lui, surveiller-le un petit peu, c'est sûr que son gabarit l'aide beaucoup. Il va se faire frapper par la rondelle. Il a une bonne lecture de jeu. C'est vraiment quelqu'un qui va aller se faire frapper. Il a une bonne contrôle des retours également. Donc, lui, tu veux vraiment miser sur le fait qu'il se fait frapper, qu'il mobilise la rondelle, qu'il est capable de tuer les jeux. Par contre, moi, je trouve que c'est un gros point d'inquiétude. Et depuis 2 saisons, c'est quand même compliqué. L'an dernier, c'était pas facile. Cette année également. Je trouve par contre qu'au niveau de sa vitesse, il manque beaucoup d'explosion. C'est compliqué pour lui de partir d'un poteau à l'autre. Il se fait battre souvent sur des passes transversales et compagnie, malgré son gabarit et tout ça. C'est peut-être là ce qui peut chicoter. Mais avec l'Italie, c'est là que c'est intéressant. Je le répète, c'est l'option numéro 1. C'est le gardien de but de prédilection. Il a l'expérience au niveau professionnel. Puis on ne sait jamais, eux, dans leur groupe, si je ne me trompe pas, c'est la Finlande, la Suède. L'autre pays m'échappe, mais disons qu'il a un peu de succès contre ces équipes-là. On peut le retenir. Je vous dis pas que c'est le prochain Christophe Gouslevskis, là. Mais il y a quelque chose d'intéressant à faire. Oui, parce que dans l'équipe italienne, pas mal plus d'inconnus que de joueurs connus. Hein? Ils ont fait un effort pour vraiment essayer de limiter les joueurs, disons, nord-américains qui peuvent jouer pour l'Italie pour essayer vraiment de pousser l'équipe italienne à place. C'est une bonne initiative. On verra si ça va porter fruit ou non. Mais une chose que je peux dire, des entrevues que j'ai vues de lui en Italie, l'adrénaline est dans le tapis. Et quand un gardien a l'adrénaline dans le tapis, c'est intéressant de le voir dans un tournoi assez restreint comme ceci. À suivre. Donc, c'était le top 5 de nos espoirs en vue des Olympiques. On vous souhaite un très, très bon tournoi. Très courte pause et au retour, les questions du public et l'espoir de la semaine avec Marty. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. On est de retour pour le dernier segment de notre épisode de la semaine. Je cède la parole à notre ami Olivier Paiement qui va s'occuper de nous poser ces questions. Olivier. Ouais, merci les gars. Ça, c'est des questions qui nous proviennent de la section commentaires sur YouTube. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions. On peut y aller vraiment dans tous les sens. Les trois, vous avez tous des perspectives différentes. Là, fait que soyez créatifs dans vos questions. On commence avec une de Maxime Perron qui nous demande: est-ce qu'il y a un bon espoir russe de premier plan, comme dans les 2 dernières années, pour le prochain repêchage? La réponse est non. Je pense que c'est une cuvée qui est plus mince. C'est pas qu'il n'y a pas de bons joueurs. Je pense que tu as des espoirs quand même de premier tour. Je donne un nom comme ça, Nikita Sherbakov. Moi, je trouve que c'est un défenseur qui joue dans l'organisation d'Ufa également, un défenseur qui a joué quelques matchs dans la KHL au début de la saison, était peut-être plus dans la MHL. C'est un gros bonhomme de 6 pieds 5 pouces qui, je trouve, bouge bien et il y a une belle propulsion pour amener des rondelles au filet. Il est intéressant. Tu as quelques espoirs comme ça, mais c'est une cuvée qui est peut-être un peu plus faible pour la Russie. Mais je dirais que c'est le calme avant la tempête. Parce que 2027, on peut déjà voir 2 joueurs très dominants, dont probablement le candidat potentiel au premier rang, Nazar Primalov, un gros joueur russe de 6 pieds 4 pouces. Ça rappelle parfois du Alexander Ovechkin, ça rappelle parfois du Valeri Nishushkin. Il rentre au filet, il a un tir dominant, mais capable d'avoir de bons jeux, des bonnes mains. Là, c'est un joueur que les amateurs vont adorer. Et un autre que moi j'adore énormément, Sergei Skvorsov, plus petit en gabarit, mais lui je trouve qu'il est ultra intelligent, il fait de tout. Les mains sont là, le tir est là, la vision de jeu, le jeu défensif, il est là. Il est même plus utilisé que certains autres excellents espoirs pour le repêchage actuel qui sont un an plus vieux. Et t'en as d'autres qui vont pousser. Là. Donc non, cette année, je dirais que pour les Russes, là, davantage des paris, mais c'est vraiment 2027 qui est à surveiller. Là. Puis j'ajouterais avec Shilov qui joue dans la Ligue majeure du Québec, maritime, c'est certain que tu as enlevé un gros morceau de la Russie qui joue dans la Q en ce moment. Donc, des fois, c'est difficile, mais si on se base seulement sur le système de développement de la KHL,
c'est pas comme l'année passée où tu avais Jarowski, Prokhorov, etc. Là, on n'est pas là cette année. Puis c'est pour ça que quand on parlait au début de l'épisode sur Jarowski qui pourrait peut-être se faire acheter son contrat, c'est à cause de la manque de relève de cette année. Les clubs ont besoin de jeunes parce que ça compte pas contre le cap salarial dans la KHL. Très intéressant. D'ailleurs, je vois beaucoup de commentaires en ligne passer par rapport à Ethan Wheelenbach. C'est un choix de 5e tour du dernier repêchage, mais il mène les pointeurs de la NCA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur lui? Ethan Wheelenbach, c'est pas compliqué. Là, il joue à Quinnipiac en ce moment. Ça, c'est sûr que c'est intéressant. C'est une organisation où il y a moins de profondeur, mais il est capable de jouer des grosses minutes et tout ça. Essentiellement, Wheelenbach, moi, de ce que j'ai pu remarquer, il a un coup de patin extrêmement dynamique. C'est quelqu'un qui va prendre la rondelle d'une zone à l'autre. Il est capable de provoquer des chances de marquer, des échappées pour se démarquer de cette façon-là. Et il a un tir canon. C'est quelqu'un avec les tirs, des poignets, va se démarquer, va toujours être au bon endroit au bon moment. Il n'a pas peur d'aller au filet un peu par moment. Et là, ben, de cette façon-là, va aller chercher des chances de marquer. Il va être en mesure d'aller chercher des buts, des aides et compagnie. Je trouve que c'est un joueur également qui est très intelligent, mais je parle offensivement. Défensivement, je pense que c'est le gros point qui est à travailler avec lui. Souvent hors position, ça peut arriver parfois qu'il est trop agressif, va se sortir des lignes. Mais ce que je trouve intéressant avec Ethan Wheelenbach, c'est que il y a des éléments offensifs qui peuvent se transposer à la LNH, mais également le fait qu'il est à Quinnipiac. S'il se retrouvait dans la LNH l'année prochaine, ça ne marcherait pas. Il y a trop de lacunes dans son jeu. Je parlais de son jeu défensif. Il se ferait manger tout rond, ça ne fonctionnerait pas. Mais l'avantage de Quinnipiac, c'est que contrairement à des équipes comme Michigan, on va développer les joueurs un peu plus sur le tard. On va développer les gars pas mal plus sur un horizon de développement de 3 ou de 4 ans, par exemple. Et ça, je pense qu'un gars comme Wheelenbach, s'il pouvait se retrouver au minimum 2, mais disons 3 ans dans la NCAA, où là, il va améliorer son jeu défensif, va prendre la vitesse, va être encore plus fort physiquement, parce que c'est un attaquant de 5 pieds 10 pouces, là, il n'est pas prêt encore sur le plan physique. Continue d'améliorer ça, mais montre autant de tirs, autant de vitesse et tout ça. C'est possible que dans 3 ans, du côté des Flames, on ait un excellent élément pour le top 6, puis qu'on n'a pas repêché au premier tour. C'est quand même incroyable. Quand même un choix de 5e tour. Honnêtement, les commentaires que je reçois, il y a certains qui sont prêts même à mettre son nom dans la conversation du Obi Baker pour le MVP, parce que, écoute, il y a 47 points. Le deuxième meilleur marqueur en a 31. Il y a 16 points d'écart. C'est incroyable à quel point il est important. Et ses buts sont de gros buts. Ses points sont de gros points. Et si je me trompe, Quinnipiac, cette année, ils sont comme 14, 3 et 1 ou quelque chose du genre. C'est absolument incroyable la façon qu'ils jouent. Donc, c'est intéressant. Une petite chose que j'ajouterais, par contre, je crois qu'avec la vente de la reconstruction à venir avec les Flames, le nouvel aréna qui va prendre lieu, je pense qu'ils vont essayer de pousser le plus de jeunes dans l'alignement possible pour ensuite essayer d'aller chercher un peu plus d'engouement, parce que là, c'est certain que les proprios des Flames vont peut-être avoir leur mot à dire. 2 ans, je suis 100% d'accord, mais j'ai hâte de voir si Craig Conroy va être tenté d'y faire le saut dès l'année prochaine. Puis, il y a un parallèle, moi, que j'apporterais, là, parce que les matchs que j'ai regardés de Wheelenbach, ça, c'est à considérer. Bon, Quinnipiac, c'est une puissance, gagne souvent le championnat national, mais ils sont dans la division AC. C'est moins puissant. C'est une université réputée pour les études, des très bons programmes d'études. Tu peux vraiment aller chercher des diplômes très solides sur le plan professionnel. Mais moi, personnellement, les matchs que j'ai regardés, c'était contre des équipes comme Cornell, comme Clarkson, des bons programmes, mais pas Michigan, pas Minnesota, pas Boston University. J'ai aimé ce que j'ai vu, mais j'avoue que j'ai hâte de voir un peu plus des matchs contre des universités un tantinet plus relevées. Ouais. C'est peut-être le seul point, mais sinon, le reste est intéressant. OK, dernière question, c'est de Anthony Perron. J'aimerais que vous parliez des 5 meilleurs pointeurs de la LHJMQ, soit Veilleux, Lacerte, Larose, Courseul et Verdon. Aucun a été repêché dans la LNH. C'est quoi leur avenir? Est-ce que c'est des gars qui ont des chances d'être repêchés cette année? Moi, malheureusement, je pense que non. Premièrement, tu as beaucoup de joueurs de 20 ans là-dedans. Là, je pense à Maxime Courseul et à Justin Larose. On parle de 2 gars de 20 ans et tout ça. Puis je pense que tout le monde là-dedans, tu as beaucoup de joueurs de 20 ans, premièrement là-dedans. Verdon, c'est un 20 ans. J'en ai parlé pour Courseul et Larose et tout ça. Mais ils ont tous une lacune importante dans leur jeu. Je vais prendre Larose en exemple.
Larose, là, c'est un gars qui a une vision de jeu extraordinaire. Il est capable de faire des jeux sur une patinoire. Ça va tellement bien pour lui avec le régiment de Terre-Neuve. Par contre, physiquement, c'est compliqué. Il a de la difficulté à se créer des occasions de marquer. Il a de la difficulté à jouer un peu plus défensivement. C'est plus facile de le repousser le long des rampes et tout ça. Mais tu peux pas lui enlever au niveau du talent. Verdon, c'est un peu la même chose. C'est un excellent marqueur. C'est quelqu'un qui est capable d'aller au filet. Lui, il a l'identité Husky de Rouyn-Noranda. Mais il n'a peut-être pas le patin pour suivre. Il a le talent offensif, mais est-ce que tu peux dire qu'il va être capable de déloger des attaquants top 6 et compagnie? Je suis pas certain. Je pense que le gars qui a peut-être le plus bel avenir, puis je pèse mes mots, parce que présentement, je pense qu'il ne sera pas repêché cette année. Et ça va être à voir. Je pense que c'est Philippe Veilleux. C'est le meilleur pointeur. Lui, la vision est là, le tir est là. J'ai toujours trouvé que dans les coins, il était meilleur pour protéger la rondelle, pour esquiver la pression et tout ça. Mais en même temps, je suis conscient que défensivement, c'est pas toujours facile. Ça reste un attaquant de 5 pieds 9 pouces. Je sais que de ce que j'entends parler parfois chez certains recruteurs, c'est pas le plus grand. C'est pas le favori, disons-le comme ça. Mais oui, évidemment, au niveau statistique. Et lui, il a 18 ans. C'est sûr que c'est plus intéressant de surveiller, mais je donne une anecdote comme ça. Le match des meilleurs espoirs de la LHMQ à Sherbrooke, il y avait quand même 40 espoirs qui étaient là, puis on n'a pas invité Philippe Veilleux. On aurait pu en inviter des joueurs de 18 et 19 ans. On l'a fait d'ailleurs. Lui, il n'était pas là, donc, tu sais... Tout un message. C'est davantage après que c'est intéressant. Ouais. Les Carbonneau, les Desnoyers, les Sheilov et compagnie, là, eux c'est intéressant. Moi, si je peux rajouter un petit commentaire là, à leur sujet, les 5, je les vois comme des candidats très intéressants pour le collégial américain par la suite. Arriver là à 19 ou 20 ans, dépendamment. Il y en a qui ont déjà 20 ans, donc l'an prochain à 21, dans des universités américaines, c'est peut-être une ouverture pour eux autres. Et ça, t'as un excellent point. Je vais aller à deux endroits. Premièrement, Justin Larose devait aller à Michigan, lui, et a décidé finalement, selon moi, ça a été une excellente décision parce qu'il se serait retrouvé 4e trio ou à la limite ne pas jouer à Michigan. Là, il est plutôt à Terre-Neuve. C'est le capitaine. Il a un rôle important. On le voit se démarquer souvent. Moi, pour regarder souvent les matchs du régiment, ils sont spectaculaires, ils sont offensifs. Autant à l'attaque qu'à la défense. Là, je pense à un Noah Laberge, l'espoir des Sabres de Buffalo. Beaucoup de talent là-dedans. Puis c'est drôle que tu me fais penser à ça. Puis d'ailleurs, il y a eu la finale du Beanpot hier. Je me souviens, la semaine dernière, j'ai vu jouer Jacob Mathieu, qui était avec l'Océanique de Rimouski, qui est maintenant à Northeastern. Et quand tu parles de la visibilité, d'aller se faire voir, de se développer, écoute, il était contre Boston University, Jacob Mathieu. Il a été incroyable. Défensivement, il était solide. Physiquement, il faisait des gros jeux. Pas le plus grand coup de patin, mais débarquant en zone adverse, était capable de signaler avec son tir. Et ça, ben, c'est des occasions pour se signaler, pour se faire voir, qui sont très bonnes. Là, ça, tu as raison. Peut-être que ces 5-là, ils vont peut-être pas tous y aller, mais il y en a plusieurs qui vont bénéficier de tout ça. T'sais. Exact. Alors, c'est tout pour les questions de la semaine. On vous invite en commentaire sur YouTube. Ça va nous faire plaisir, justement, d'y répondre la semaine prochaine. On va compléter avec ton espoir de la semaine, Barney. Mon espoir de la semaine, un nom un peu compliqué à expliquer, puis un drôle de portrait type comme joueur, je dirais. On se dirige côté de la Suisse, mais avec un Lituanien. Ah, Simas Ignatavicius. un nom incroyable. Ah, ouais. Écoute, dans les plans du podcast Le Relève, je l'ai expliqué à Anthony Desaulniers, puis se frottait la tête. Répète son nom, voir. Simas Ignatavicius. Je peux vous le... OK. on va l'écrire dans... On va l'écrire, là. Y a-t-il déjà eu un Lituanien dans la Ligue nationale? En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est un espoir, je pense, potentiel de premier tour. Peut-être vers la fin du premier tour, mais il serait le 3e Lituanien repêché au premier tour si ça arrivait. Dainius Zubrus et Darius Kasparaitis sont les 2 premiers. Mais Simas Ignatavicius, c'est intéressant. Bon, je l'ai mentionné, il joue en Suisse, il joue avec Genève Servette et tout ça. Puis là, un style intéressant. C'est un gros... il se plie un pouce, mais c'est un gars qui est combatif, continuellement au contact. Il travaille fort, met de l'échec avant, son coup de patin est dominant. Je sais que parfois, certains critiquent un peu son style physique. Moi, je le trouve physique. Je trouve qu'il est capable de brasser, je trouve qu'il est capable de frapper. Plus ça va, plus ça s'améliore. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il commence à ajouter des touches offensives à son jeu. On commence à le voir de plus en plus démarquer avec son tir, en allant au filet, en allant chercher des retours de lancer. Est-ce que c'est parfait tout le temps? Non, je pense pas. Je pense que parfois, défensivement, c'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est un joueur de 18 ans. C'est un peu normal, parce qu'en passant, lui, il est late. Donc,
est né à l'automne 2007. Mais c'est un gars qui est à surveiller. Je trouve que c'est un gars qui grimpe dans les listes. Le fait qu'il le fasse dans la National League en Suisse, t'as beaucoup d'anciens de la LNH, des gars qui sont dominants. C'est l'une des meilleures ligues au monde parce que, bon, au niveau salarial en Europe, c'est l'une de celles qui paie le plus. Disons que le rythme de vie en Suisse, c'est quand même assez agréable aussi. et donc, pour ces raisons-là, c'est un calibre de jeu qui est intéressant. Donc, il va être à surveiller, Simas Ignatavicius. Et vraiment, depuis un mois, là, je te dirais, au début, il était bon, les points ne suivaient pas, mais là, les points commencent à venir. Donc, lui, vraiment, je le surveille. Là. OK, ben, très bon survol. On vous souhaitez de très bons Jeux olympiques, messieurs. C'est pas le sport qui va manquer à regarder dans les prochains jours, ça, c'est sûr et certain. La semaine prochaine, on est déjà en train de travailler là, sur nos sujets. Là. On aurait parlé de la LHJMQ un petit peu plus la semaine prochaine, puis on va suivre, bien sûr, toute l'actualité. Ça a été un grand plaisir. Merci, messieurs, Marco, Marty. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à PO, à Oli pour la réalisation, le montage du 20e épisode de Processus. On vous souhaite une bonne semaine, tout le monde, et on se retrouve la semaine prochaine. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.